Et ben voilà, le goûter est terminé. Tout va bien, vous êtes bien installés, c'est bien confortable. Alors, je vous souhaite la bienvenue à l'Institut d'optique. Graduate School, c'est chic. C'est très chic, vous avez vu, c'est un très beau bâtiment. Et alors, donc aujourd'hui, on est content de vous accueillir dans le cadre de l'année internationale de la lumière. Et donc, on va vous parler de lumière, mais dans les images de synthèse. Donc voilà, la présentation, c'est à peu près 20 minutes. Vous aurez même droit à un petit film. Et puis, n'hésitez pas après, l'idée c'est que vous pouvez poser des questions, échanger, on pourra ressortir, discuter avec. Il y a aussi des gens qui sont là de l'Institut d'optique, qui sont dans la salle pour discuter avec vous, non seulement de la conférence, mais aussi de l'Institut d'optique, de ce que vous voulez savoir sur une école d'ingénieurs, un labo de recherche, enfin tout un tas d'autres trucs. Mais là, pour tout de suite, on va commencer avec la conférence. Bonjour. Donc moi je ne suis pas de l'Institut d'optique du tout. Mon métier, c'est de faire des films en images de synthèse. Et puis surtout, maintenant, essentiellement, quand on atteint un certain âge, d'enseigner à des gens qui vont faire des films en images de synthèse. Donc, je m'appelle Fabienne Van Steenkist. Je suis prof aux Arts Déco, l'École nationale supérieure des arts décoratifs à Paris. Et effectivement, moi aussi, à la base, il y a très longtemps, quand j'ai fait mes études, je suis ingénieur. Mais après, j'ai dérivé et je suis partie dans autre chose. Donc, maintenant, on va parler des images de synthèse. Celle-là, c'en est une. Je vous en dirai quelques mots après. Et on va commencer par un film. En fait, c'est un des tout premiers films qui a été fait en images de synthèse. C'est le premier film de John Lasseter, qui ensuite a fait Toy Story et des tas d'autres trucs. C'est un très court métrage qui s'appelle Luxo Junior et dont le héros est une lumière. Et j'ai trouvé que c'était un beau clin d'œil à ce que ça signifie, la lumière dans l'image de synthèse. Donc on commence par regarder Luxo Junior. Pof. J'espère que tout va bien marcher. Je le démarre. Et évidemment, le son ne marche pas. Attends, autant pour moi. J'arrête une seconde. Une seconde. Pourtant, j'ai vérifié avant, mais je crois que j'ai dû baisser le niveau du son. Ouais, voilà, évidemment, ça ne marche pas parce que... On se calme. C'est terrorisant. Donc ça, c'est 1986. Ce premier film d'animation de Pixar et donc, fait par John Lasseter. Alors, désolé, la copie, maintenant que Lasseter travaille chez Disney, il y a des...
il y a des tas de copyright sur le film, donc j'ai réussi à en retrouver une copie sur un site polonais. Ça doit être un truc. Donc la qualité n'est pas extraordinaire. De toute façon, à l'époque, c'était 1986, on ne savait pas encore faire. Il a fait ça parce qu'on ne savait pas à l'époque faire des images de synthèse de la qualité réaliste qu'on peut voir maintenant. Mais en même temps, c'est aussi une très grande réussite et j'ai trouvé que c'était assez joli d'introduire la lumière dans l'image de synthèse avec ce film. Alors maintenant, on va passer à en direct. Voilà. Je rentre dans mon logiciel d'image de synthèse, celui où je fabrique les trucs, et je vous montre une chose qui ressemble vaguement à quelque chose, mais pas... On se dit que ça ressemblerait bien à un cube. Hein. D'ailleurs, je dois pouvoir tourner autour. Peut-être que si je tourne autour... Vous sentez un peu mieux que c'est un cube. Mais vous ne le sentez pas terrible, parce que ce cube, il a été peint en rose, et que le rose qu'on voit partout, il est le même. En fait, je vais lui mettre, parce que je lui ai mis une peinture rose tout à fait spéciale, je vais lui mettre une autre peinture rose. Voilà, M, pouf, pouf, Dame Ned. Il n'y est pas. Où est-ce qu'ils sont, mais je ne les ai pas. Bon, c'est pas grave. Je vais lui mettre un matériau, je croyais que je l'avais préparé, je le prépare devant vos yeux. Pouf, je vais fabriquer un matériau à peu près du même rose. On va se faire un rose du même genre. Hein. Voilà, celui-là, c'est à peu près le même. Donc ça, c'est la peinture que je vais mettre sur mon cube. Et soudain, vous allez voir que quand je mets la peinture sur le cube, je viens de faire... Voilà. Vous voyez que d'un seul coup, c'est plus pareil. Qu'est-ce qui fait qu'on voit un cube? C'est qu'en fait, ce que vous voyez ici, c'est que la face rose du dessus, on a mis évidemment la même peinture rose partout, tout le monde en a conscience. La face rose du dessus est plutôt bien éclairée par la lumière. Hein, vous voyez où j'ai été mettre mes lumières ici, hein, donc je tourne autour, voilà. Hein. J'ai été coller 2 lumières dans le film. Elle est vachement bien éclairée, celle-là est très mal éclairée, là, celle que vous voyez. Et donc la face bien éclairée est rose clair, la face pas bien éclairée est rose foncé, la face moyennement éclairée est moyennement rose. Et c'est grâce à ça qu'on lit le volume. Et en fait, c'est cet effet de la lumière. Alors, qu'est-ce qu'on appelle bien éclairé? En fait, il y a une ligne qui va depuis la lumière jusqu'à la face, et on calcule l'angle que fait la lumière avec la normale à la face. La normale à la face, je sais pas, c'est le vecteur qui est perpendiculaire au milieu de la face. Au plus que l'angle est petit, c'est-à-dire au plus la lumière tombe verticalement dessus, au plus qu'elle éclaire, au plus c'est plat, que c'est proche de 90 degrés, elle éclaire mal, et puis alors si c'est de l'autre côté, ça éclaire pas du tout. Donc c'est comme ça qu'on arrive à lire les facettes. Alors, après, étape suivante, on s'est dit, tiens, et si je faisais des sphères? D'ailleurs, de ce pas, j'en fais une. Pouf, je fais une sphère que pour le moment, alors vous dites, oh c'est une jolie sphère, d'ailleurs je vais lui mettre le même matériau dessus, hein, j'aime beaucoup ce rose, hop, voilà. Donc j'ai fait une sphère rose que voilà. Vous avez l'impression que c'est une sphère, or ça n'en est pas une d'ailleurs, en fait c'est ça. Je vais même en mettre moins de facettes, voilà. En fait c'est ça. C'est un machin. Et en image de synthèse, partout où vous voyez des choses bien arrondies, des visages ronds, des sphères rondes et des choses comme ça, il n'y en a pas. On travaille tout le temps avec des faces plates. Alors, cette sphère a des faces, à la base, elle a des faces plates, et le calcul du rose réel qu'on voit sur une face est fait par la lumière tape dessus, vas-y, je te calcule l'angle, quand il y a plusieurs lumières, on combine. Hein. Et donc, on s'aperçoit qu'ici, nous avons une facette qui est très bien éclairée et qui est rose clair, qui à côté a une facette moins bien éclairée qui est rose foncé, qui à côté a une facette encore moins bien éclairée qui est rose encore plus foncé. Et donc, qu'est-ce qui va faire qu'on voit ceci? Smooth. Non, j'ai fait squash. Excuse-moi, je ne vois pas, je suis un peu trop loin là. Pouf, pouf, je le modifie. Excusez-moi, j'enlève le... où est-ce qu'il est ma sphère? Le smooth de sphère. J'ai perdu. Allez, la smooth, pardon, c'est là, voilà. Voilà, ici. Qu'est-ce qui fait que je passe à cet effet ici? En fait, il y a ce qu'on appelle un calcul de lissage, c'est-à-dire qu'on n'a pas plus de facettes. Parce que vous aurez beau faire une sphère avec des milliers de facettes, si vous ne faites pas ce lissage, vous aurez toujours l'impression qu'on voit les petites facettes. Là, qu'est-ce qui se passe? Sur la facette, il y a un calcul qui est fait par l'ordinateur, qu'on pourrait faire à la main, sauf que ça prendrait vachement de temps, qui dit... Quand je suis sur une facette, alors d'abord on calcule la couleur que doit prendre chacune des facettes compte tenu de l'orientation par rapport à la lumière. Ça c'est vite fait, on n'en parle pas, c'est fait, ça y est. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, au plus, quand je suis sur la facette rose clair, plus je m'approche de la facette rose foncé qui est à côté, plus le rose va devenir foncé.
Et idem sur la facette rose foncé, plus je m'approche de la facette rose claire, plus le rose devient clair. Et c'est ça qui fait cette espèce qu'on appelle le lissage de couleurs, et c'est ça qui donne cet effet. Et si vous regardez bien, je pense, oui, vous le voyez, là j'ai tellement diminué le nombre de segmentations de la sphère que vous voyez que cette sphère qui a l'air arrondie ici, on voit très nettement que son contour est polygonal. Vous voyez, là on les voit bien les pointes du contour. Alors, là, j'ai vachement diminué. Ceci dit, si la sphère, ça dépend. Si la sphère est le héros du film, qu'on le voit en plein rang, eh ben, on met suffisamment de segments, je t'en rajoute delta, et là, vous voyez, tout de suite, ça paraît arrondi. Ceci dit, on est toujours, et dès que j'enlève le lissage, vous voyez, j'ai eu beau rajouter un nombre de découpes absolument ahurissant, on voit toujours cet effet-là. Donc ça, c'est la base de l'histoire de la lumière en image de synthèse. Après, voilà, ça c'est les premiers pas. Après, on a essayé de faire des images qui en jettent de plus en plus, et celle que j'ai en fond d'écran est particulièrement choubignot, ne me demandez pas de la faire. Hein. Bon, enfin, c'est des images qui ont été faites où vous voyez ici des choses qui sont à moitié transparentes avec des reflets, le sol qui se reflète sur les boules, etc. C'est un morceau de bravoure d'image, qui utilise le principe du lancer de rayon. Alors, je vais expliquer ce que c'est que le lancer de rayon. À la base, c'est quelque chose d'assez délirant, c'est qu'on va utiliser l'idée que c'est l'œil qui envoie un rayon vers la scène. Alors, j'hésite entre vous faire le crowbar au tableau, je fais des crowbars infâmes, et après je vous montrerai un crowbar déjà fait. Donc je vais faire le crowbar au tableau. Attendez, j'éteins le machin, j'espère que ça va marcher. Hein? Je tape sur B. Mais non, mais je suis pas dans PowerPoint, moi. Mais normalement, le machin, il a un shutter. Mais oh, attends, j'y suis arrivé tout à l'heure. Hein, il ne veut pas m'obéir. Je le hais. Si on tombe sur un objet opaque, non réfléchissant, non transparent, ça y est, on a trouvé, on dit voilà, ce point de l'écran, il est de ce rose-là. Bon, ça, c'est vite fini. Maintenant, si l'objet est partiellement réfléchissant et partiellement transparent, qu'est-ce qui se passe? Le rayon lumineux qui a été envoyé par mon œil, il y en a une partie qui rebondit, par exemple 30% qui rebondit, 30% qui rebondit. Il y en a 30% qui rebondit, ça dépend du matériau. Il y en a 20% qui passent à travers avec diffraction, c'est-à-dire qui changent d'angle, 20%. Et il y en a 50% qui est fini. Donc ça y est, on a 50% de rose, on le garde dans un coin, et puis on regarde ce que devient ce 30% qui a rebondi. Et il va peut-être taper dans un autre machin, etc. Et donc on calcule jusqu'au bout les rebondissements de ce rayon, c'est-à-dire que c'est un rayon fictif envoyé par l'œil, et c'est le système qui est connu sous le nom de procédé de lancer de rayon en français, ray tracing en anglais. Et c'est grâce à ce système, hein, donc voilà, je suis vraiment nulle pour les crowbars au tableau en fait, donc j'arrête. Après on dit je suis prof dans une école d'art, mais j'utilise que des ordinateurs, c'est une cata. Donc, le truc que ça donne, je vous montre un crowbar fait par un vrai professionnel des crowbars, que voilà. Alors il a mis une caméra à la place de l'œil, hein. Voyez que l'image se trouve, mais c'est cette idée, c'est l'idée qu'on inverse le sens du rayon lumineux.
Normalement, les rayons lumineux sont émis par les objets vers l'œil. Là, on se dit, imaginons que le rayon parte de l'œil et aille dans... Voilà, allez. Et donc, il y a tout un tas de calculs qui sont faits grâce à ça et qui permettent, du coup, de voir... Évidemment, je n'ai pas regardé les temps passés, mais on ne doit pas être très loin, de voir ce que ça donne et d'obtenir des images. Alors là, on s'en est vraiment donné à cœur joie à un moment en faisant des quantités d'images de ce genre. Hein, il y a eu des compétitions d'images en lancer de rayons où vraiment faire des objets opaques et non réfléchissants, ça présente aucun intérêt pour personne. Donc tout était partiellement opaque, réfléchissant, transparent, machin, et donnait des objets. Alors, il y a... c'est vachement beau, c'est pas forcément ça qui dégage le plus d'émotion, mais c'est au plan technique pour réussir à faire des rendus, c'est particulièrement performant, ce système de lancer de rayons. Voilà. Et donc, c'est cette idée de travail donc, sur la lumière et la géométrie, c'est ça qui permet de faire tout ce qu'on fait maintenant en images de synthèse, et vous en voyez sans arrêt, hein, les films en images de synthèse, maintenant, vous en avez tous vu des tas, et vous avez vu aussi des films où on utilisait de l'image de synthèse sans que vous vous en rendiez compte, hein, ce qui est un autre... c'est-à-dire dans les films en images réelles, il y a toujours plein de trucages numériques qui interviennent, y compris des objets, des choses comme ça. Voilà. C'était rapide, hein, mais s'il y a des questions... Ah bah tout, oui, oui. Oui, mais après, c'est bien, sinon c'est pas enregistré. Comme ça, on a la question en plus de la réponse. Oui, donc ma question c'est quand on a une surface qui est standard, comme cette feuille de papier éventuellement colorée, donc qui est diffusante, la lumière qui arrive dessus, elle peut venir de toutes les directions. Donc dans la technique du lancer de rayons, si on a un objet qui est diffusant standard, il faut faire repartir des milliers de rayons. C'est vrai, et maintenant, du coup, c'est combiné avec d'autres systèmes, parce que, bien entendu, effectivement, dans les tout premiers stade de l'image de synthèse, un des problèmes, c'est que tout se comportait comme si les murs, l'environnement ne renvoyait pas de lumière. Donc typique, moi je sais que mes premiers films en images de synthèse, on était obligé de créer, par exemple, tu voulais faire un éclairage par le soleil. Le soleil, il est, en général, il n'y en a qu'un. Enfin, sur notre planète, on a un seul soleil qui éclaire. Et puis, tu apercevais que les trucs dans l'ombre, ils étaient plus noirs, tu meurs, quoi, parce qu'ils étaient dans l'ombre. En fait, tout se passait comme... Ce qui se passe, c'est que le soleil tapant sur l'herbe verte de la prairie renvoie de la lumière depuis en bas, et tous ces calculs-là étaient extrêmement compliqués à faire. Donc, on a maintenant des tas de systèmes qui simulent le retour, qui ne sont pas vraiment le lancer de rayons, qui sont un peu plus compliqués à expliquer, mais qu'on combine avec le lancer de rayons, et qui simulent la réémission de lumière par les surfaces. Hein, vous savez bien, en intérieur, c'est très net, les pièces noires. Hein, quand si le sol est noir mat, les murs sont noirs mat, vous avez vraiment un éclairage super dur. Alors que chez vous, vous pouvez très bien n'avoir qu'une seule lumière dans la pièce, et ici, il y a plein de lumière, je suis d'accord. Mais enfin, il y a des endroits qui sont vraiment à l'ombre sous la table, et vous voyez quand même vos pieds à l'ombre, parce que le sol n'est pas noir mat, les murs ne sont pas noir mat, et tout le monde renvoie de la lumière. Donc il y a des systèmes, maintenant on appelle ça V-Ray, Mental Ray, qui combinent le lancer de rayons avec tous ces machins-là. Moi, j'ai marqué la base basique. Hein, voilà. Alors, une autre question ? Un petit lycéen. Ouais, super lycéen, ouais. Alors, je ne sais pas à quel point c'est technique, mais je me demandais comment, enfin, si vous pouviez nous donner un aperçu de comment parfois on simule
des effets d'éblouissement. Enfin, voilà, on a vu que par exemple, on pouvait considérer un œil ou une caméra, et bon, ça arrive des fois que dans les films, on a l'impression de voir à travers une vraie caméra avec des effets de réflexion sur les optiques et ce genre de choses. Voilà. On fait des effets spéciaux de simulation, c'est-à-dire qu'on peut créer on crée des lumières brillantes. Alors, il y a la brillance qui est calculée très simplement quand carrément vous avez un matériau considéré comme brillant et vous tournez autour et à un moment, le reflet de la source lumineuse, pouf, pouf, elle tombe dans votre œil. Et là, vous avez le truc flashy. Ça, c'est facile, à visualiser et à calculer. Après, les effets qui sont en fait quelque part des aberrations optiques, comment ça s'appelle là, les stars, les streaks, enfin les trucs autour des réverbères la nuit, vous voyez, ça fait tout ça, ça se calcule par des simulations. On essaye de simuler en fait les défauts optiques de l'œil et de la caméra. Par exemple, un truc qui était un des grands morceaux de bravoure aussi dans l'image de synthèse, parce que nous, on n'a pas de problème de profondeur de champ. Donc, au tout début de l'image de synthèse, c'était pas si simple que ça de simuler la profondeur de champ de la caméra, qui faisait que les lointains étaient flous. Ah, c'est aussi le cas de votre œil, mais votre œil, comme il règle en permanence son niveau de mise au point. Mais la caméra, vous prenez une caméra et les lointains sont flous. En image de synthèse, les lointains, ils n'avaient aucune envie d'être flous. Ça, vraiment, c'est net jusqu'à l'infini. Donc, on a rajouté du faux flou au loin. C'était des calculs d'enfer pour réussir à faire ça. Enfin, je dis calculs d'enfer. Les ordinateurs savent calculer, donc là aussi, pareil, on fait des effets qui simulent les imperfections de l'œil et des caméras. Voilà. Bonjour, ma question c'est sur les films d'animation. Quand on bosse sur des films de synthèse d'images, est-ce qu'on travaille à 24 images par seconde, où on prend une photo 24 fois, ou est-ce que les objets sont indépendants, les personnages, on les modélise toute une fois et ensuite ils ont des libertés de mouvement qu'on pourra travailler avec? Là, on s'éloigne un peu des problèmes de la lumière, mais c'est pas grave, on parle des problèmes de cinéma d'animation. On ne fait pas, si tu veux, en film d'animation, on va pas forcément calculer, dessiner image par image. C'est pas comme quand on dessine sur du papier. Quand on dessine sur du papier, Mickey qui a le bras en bas et qui lève le bras, on se dit que s'il doit lever le bras en un quart de seconde, on va faire 6 dessins pour lui faire lever le bras. Enfin, pour faire 24 images par seconde. Quand on est dans un film d'image de synthèse, si Mickey a le bras en bas à un moment et le bras en haut un quart de seconde plus tard, on modélise le personnage avec le bras en bas, on va un quart de seconde plus tard, on lui déplace le bras pour le mettre en haut et on dit à la machine, maintenant calcule les mouvements intermédiaires. Globalement, c'est ce qui se passe. On le fait, y a des contraintes, il y a des machins, ça bouge pas n'importe comment, mais c'est ça qui se passe. Après, l'image de synthèse fait parfois des histoires de simulation physique. Là, récemment, je viens de montrer à mes étudiants des histoires où, dans la vraie vie, quand tu poses une boule en haut et un sol en dessous et que tu lâches, la boule tombe sur le sol. Et si elle est rebondie, si tu as dit qu'elle est en caoutchouc, elle rebondit. En image de synthèse, a priori, tu mets une boule en l'air, un sol en bas, et tu dis, vas-y, si tu n'as pas décidé qu'elle descendait, elle restera là. Il y a pas de... Mais on peut faire, dans une image de synthèse, on peut simuler ce genre de choses. On peut décider que le mouvement... Moi, je peux vous montrer un truc de mouvement comme ça, ici. Attends, une seconde. Je peux décider, voilà, je vais faire un mouvement avec cette boule. Je prends ma boule, elle est là. Je viens... Une seconde plus tard, vas-y mon gars, une seconde plus tard, je fais du 25 images par seconde pour faire. Toki, pouf, pouf, move. Je dis une seconde plus tard, tu es là, et puis tiens, pour faire bonne mesure, tu as diminué, tu as maigri. Et ben voilà, le film, qu'est-ce qu'il me fait? Il me joue ça, je vois là, voilà, vas-y, hop, en une seconde, elle se déplace, elle a maigri. Hein, puis si je veux continuer le film, je peux aller encore un peu plus tard, une seconde plus tard, hop, et je dis maintenant, tu t'es mis là-haut,
Hein, et puis voilà, et donc le film, et puis t'as pas grossi parce que c'est comme ça, t'es resté maigre. Et donc voilà, le film il est fait, et pouf, elle fait comme je lui ai dit de faire. Et c'est fait dans l'espace, c'est-à-dire si je tourne autour, elle continue à faire son micmac, vu de, voilà, hein, je peux aller regarder d'où je veux, elle fait le job que je lui ai demandé. Alors ça c'est l'idée de la boule qui, ici, va se déplacer. J'ai contraint son mouvement et tu vois, j'ai pas calculé les images. Alors, je vous fais pas comme ça en 2 secondes le Mickey qui bouge le bras, parce que c'est un peu plus compliqué à modéliser qu'une boule, mais c'est la même chose, quoi. Voilà. Allez, une question d'un vrai lycéen. C'est pas non plus en rapport complètement avec la lumière, mais quand vous faites des films, est-ce que vous faites d'abord les images et après vous choisissez dans quel angle vous allez filmer, ou est-ce que vous choisissez d'abord dans quel angle vous allez filmer et vous faites les images après? Alors, c'est un peu des deux. C'est-à-dire que faire des choses qui ne vont pas se voir à l'écran, c'est juste une perte de temps. Ça prend un temps fou. Je veux dire, ni même les construire et les modéliser. Quand tu es dans la vraie vie avec ta caméra, tu filmes. S'il y a le Fujiyama dans un coin mais que tu ne le filmes pas, il est quand même là, de toute façon qu'on l'avait fait pour autre chose. Mais toi, tu ne vas pas construire le Fujiyama si ce n'est pas dans le cadre. C'est un peu dommage. Donc, tu regardes un peu ce qu'il va y avoir dans le cadre pour choisir ce que tu vas montrer. En plus, les mouvements, on n'est pas non plus, le cinéma, c'est pas la vraie vie. C'est-à-dire que les mouvements ne sont pas continus. On est à ce qu'on appelle du montage. Si y a quelqu'un qui va à la table, puis qui s'assoit et puis qui s'ouvre une bière, au cinéma, parfois, on le voit simplement s'approcher de la table, et puis il y a un cut, et on le voit déjà assis en train d'ouvrir la bière, parce que c'est le truc le plus logique, etc., et c'est pris avec une autre caméra. On n'est pas obligé, dans ce cas-là, quand on modélise le personnage, de faire tout le machin jusqu'à ce qu'il va s'asseoir, si on n'a pas l'intention de le filmer à ce moment-là, enfin, que ce ne sera pas dans le montage. Après, des fois, on pense que ça va être, et puis c'est perdu. Mais en animation, on n'est pas comme en image réelle. C'est tellement long à faire que on perd beaucoup moins. Hein. On laisse pas, on fait pas du montage où on laisse les 3/4 de ce qu'on a tourné de côté parce que c'est trop de boulot. Donc voilà, on définit à peu près le cadre. Mais en fait, le mouvement existe, comme je vous l'ai montré, indépendamment de la caméra. Là, je viens de vous faire un mouvement de la boule. Après, ma caméra, elle peut tourner autour et on peut regarder de la boule d'où on veut. Elle continue à faire son mouvement qu'on lui a demandé. Voilà. Ça va, ou j'ai répondu à côté? La réponse est bonne? Ok. Alors, on passe à une autre question. J'avais plutôt une question au niveau... Enfin, vous avez dit qu'on calculait la luminosité par rapport à l'angle entre le regard et le vecteur normal par rapport à la surface. Enfin, l'angle de la lumière, je crois. Mais dans le film que vous avez montré, il y avait 2 lampes. Et comment on fait donc s'il y a 2 sources de lumière, en fait? Non, et on revient au problème précédent. Dans le film que je vous ai montré, il y avait 2 lampes, dans celui-ci aussi. Je viens de faire, il y a 2 lampes. J'en ai fait 2. Donc, comment je calcule j'arrête de mettre en VO. Comment la machine, je ne calcule rien du tout, comment la machine calcule la couleur de cette face-là? Eh bien, elle dit, il y a le vecteur lumineux qui tombe de la lampe numéro 1, qui est une lampe, vous vous en rendez pas compte, mais la lampe numéro 1 qui est là est puissante, et celle-ci n'est pas puissante, c'est-à-dire que je les ai créées exprès, hein, une lumière puissante et une lumière pas puissante, je peux aller vérifier, et je regarde l'angle que fait le rayon qui vient de la lumière puissante avec la surface, je regarde et je dis, bon, bah ça vous fait un tel pourcentage de lumière, et donc et je le combine avec l'angle que fait la lumière pas puissante avec la surface. Là, par exemple, la face du dessus, elle a plutôt, si je regarde comme ça, grosso modo, la lampe puissante qui tombe assez perpendiculaire et la lampe pas puissante qui tombe assez oblique. Donc, la lampe pas puissante, déjà qu'elle n'est pas puissante et qu'elle tombe oblique, elle compte pas beaucoup pour la face du dessus. Par contre, si je regarde cette face latérale ici, la lampe du dessus, sauf erreur, elle doit être... Ouais, la lampe du dessus, elle l'éclaire même pas, cette face-là. Donc, en fait, il n'y a que la lampe. Après, je peux vérifier, hein, je peux éteindre une lampe, je peux prendre cette lampe et l'éteindre. Ça doit être là. Hop, je l'éteins. Ah, voilà, j'ai éteint cette lumière. Vous remarquez tout de suite à quoi sert l'autre, parce que, voilà, elle éclaire ici.
Et la face du dessus, bah en fait, j'avais pas bien regardé, mais si ça se trouve, elle éclairait pas du tout la face du dessus, cette brave lumière. Ouais. Elle est trop basse, tu vois, elle peut pas l'éclairer, elle est en dessous. Après, je peux la bouger, hein, j'ai tous les pouvoirs. Hein, je peux attraper cette lumière-là et la bouger. Et du coup, elle éclaire un peu plus la face du dessus, mais ça change pas beaucoup la face du monde, enfin, et surtout la face du dessus, parce que la face du dessus est déjà méchamment éclairée par la lumière forte qui est quasiment au-dessus d'elle et qui la tape fort. Donc après, il n'y a pas, en tout cas pour des surfaces comme celle ici que j'ai faites, qui ne sont pas brillantes, elle ne peut pas devenir plus rose que rose. C'est-à-dire, au mieux, elle va être du rose que j'ai mis de la peinture qu'il y avait dans le pot de peinture. Ça va ça, voilà. Et en général, il y a beaucoup plus de lumière que ça, et il y a des calculs épouvantables à faire, mais ils sont faits par l'ordinateur. On a juste donné la formule à l'ordinateur et il calcule. Allez, une autre question là-bas. Hop. Ma question, c'était à propos des images de synthèse, mais pas dans les films d'animation, mais dans les vrais films où il y a des acteurs. Est-ce que c'est exactement la même technologie ? Alors, on utilise l'image de synthèse dans les vrais films où il y a des acteurs, parfois pour faire ce qu'on appelle les trucages invisibles, qui ne sont pas forcément faits en synthèse 3D, mais qui souvent peuvent l'être, qui est que, par exemple, tu dois tourner dans une rue de Paris, sauf que tu es censé te situer au 19e siècle et qu'il n'y avait pas de lampadaire électrique, et que trouver une rue de Paris sans lampadaire électrique, c'est un peu difficile, on ne va pas les démonter. Donc, en gros, on va quand même tourner... Alors, on peut recréer la rue dans un studio, mais maintenant, on peut très souvent aller tourner en décor réel, et après, on retruque les images, mais il faut trouver des systèmes automatiques, parce qu'il y a quand même 24 images par seconde, machin. On les retruque pour supprimer les lampadaires ou faire des choses comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les trucages invisibles, vous en rendez juste pas compte. Et même on efface, non seulement on efface des lampadaires, mais maintenant on efface aussi facilement la perche du preneur de son et les chemins de câbles, parce que on doit faire un travelling caméra et que on est obligé d'avoir des rails et que bon, c'est assez compliqué. Donc on arrive à les effacer. Après, tu as les films en images où il y a de l'image de synthèse, où on mélange des acteurs réels avec des acteurs de synthèse. Les acteurs de synthèse pouvant être, par exemple, des dinosaures que c'est très difficile à dresser pour leur faire travailler dans des films. Donc on fait des faux dinosaures en synthèse. Non, mais je dis les dinosaures, ça fait rigoler, mais le monde de Pi, j'espère que vous l'avez vu, là, avec le gamin et le tigre. Le tigre, c'est pas un tigre réel apprivoisé, hein, c'était juste pas possible. Donc, on a à ce moment-là, c'est d'ailleurs à ce moment-là, on fait le même genre de choses, sauf que comme l'acteur a été tourné en image réelle, quand tu as un acteur réel, il est tourné en image réelle, il est tourné sur fond bleu pour ensuite pouvoir l'isoler et le mélanger avec de l'image de synthèse, mais il faut que l'éclairage qu'on a créé, l'éclairage fictif qu'on crée dans notre logiciel d'image de synthèse, il soit le même que l'éclairage fictif que l'éclairage réel avec lequel on a pris l'acteur, parce qu'autrement, ça ne va pas. Sans parler de la galère absolue des mouvements de caméra. Parce que là, moi, je vous fais un mouvement de caméra comme je veux, sauf que si j'ai un mouvement de travelling en image de synthèse et que je dois le combiner avec un mouvement de travelling qui est fait sur les acteurs réels, l'œil ne se fait pas avoir et on ne peut pas se permettre la moindre subtile différence. Ça se voit, ça saute, on a l'impression que ce n'est pas ensemble. Il y a des trucs où l'œil se fait divinement, facilement avoir, hein, comme par exemple, vous allez au ciné, vous croyez voir des films qui bougent, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça bouge pas, c'est une suite d'images fixes. Et encore, maintenant, ça va, on fait du numérique, mais quand on faisait des films avec les projecteurs anciens, là, la moitié du temps, on vous projetait du noir. Et vous payez pour le film, et la moitié du temps, on vous projette du noir, et vous ne le voyez pas. C'était parce que les images, vous avez déjà vu des pellicules de films. Vous doutez bien qu'ils ne s'étaient filés pas en continu, sinon vous n'auriez rien vu. Ce que ça faisait, c'est que l'obturateur est fermé, on met une des diapos du film devant, on ouvre l'obturateur, on vous projette la diapo, puis on referme l'obturateur, il fait noir, et puis on bouge pendant ce temps-là le film, et on remet l'image suivante, et on la projette. Bon, ils font ça 24 fois par seconde, et c'est pour ça qu'on se fait avoir, et qu'on a l'impression que c'est continu. Une autre chose où vous vous faites avoir, je ne sais pas si vous êtes au courant, vous croyez que vous regardez votre écran d'ordinateur, et vous voyez des tas de couleurs magnifiques qui vont du bleu au rose, etc.
Si vous regardez de près, il y a 3 pixels, enfin 3 pixels. Il y a plus que 3 pixels, mais il y a juste des points rouges, des points verts et des points bleus. Un point, c'est tout. Si vous regardez de près, c'est que ça. Et vous voyez des oranges avec toutes les nuances d'orange possibles. Vous vous êtes fait avoir. Donc là, ça marche très bien, l'œil se fait avoir. Par contre, le moindre décalage dans une combinaison de mouvements, c'est horrible. Si vous avez filmé 2 choses séparément, que vous essayez de les combiner, et que les mouvements de caméra ne sont pas rigoureusement les mêmes, ça se voit, tout le monde le voit. Voilà. Il y a des autres questions. Allez, encore une question. Parce que, alors, ce qu'on va faire, c'est que là, comme il est moins 10, je vous laisse poser la question. Après, ce qu'on fera, c'est que, donc après cette histoire-là, on va sortir, on peut continuer à discuter peut-être dans le hall. Et puis, comme ça, s'il y a d'autres gens qui veulent discuter, ceux qui n'osent pas poser des questions, voilà, qui n'osent pas, voilà, pour ceux qui n'osent pas. Voilà. Alors, bon, ce que j'aimerais savoir, c'est quand vous mettez en œuvre un film de synthèse, on a bien compris qu'il y a beaucoup de technologie derrière. Donc, quelles sont les compétences qui se retrouvent ensemble, l'art, les ingénieurs, les électroniciens, etc. Quelle est l'équipe? Comment est-ce qu'elle est formée? Et comment est-ce qu'on peut y arriver? Pour la réalisation d'un film, il y a forcément toujours un réalisateur. Même si c'est, moi j'ai travaillé sur des films de commande, même si c'est un film de commande où vous devez faire la promotion du dernier smartphone de Nokia. Il y a un réalisateur qui écrit l'histoire et qui en général fait les dessins préparatoires. Vous avez vu dans le générique à la fin de Luxo Junior, vous voyez les dessins qui sont des cromarques qui ont été faits sur du papier. Donc il y a le réalisateur. Après, il y a souvent dans des équipes un peu lourdes, quand on fait des choses compliquées, il y a les logiciels d'image de synthèse. Là, je vous ai montré quand j'ai dit mon logiciel, il est en vente sur le marché, tout le monde peut l'utiliser. C'est-à-dire que nous, on ne le crée pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de gens qui créent le logiciel. Après, quand on fait des choses très compliquées, il y a des informaticiens qui travaillent dans les équipes. On m'a raconté récemment la façon dont on a de la production du Domaine des Dieux, Astérix et le Domaine des Dieux, donc il y a un film en images de synthèse qui est sorti il y a peu de temps, qui a été fait en France, réalisé par un studio français. Dans l'équipe de réalisation, il y avait des praticiens qui savaient faire de l'image de synthèse, c'est-à-dire qui savaient utiliser un logiciel comme celui-là. Celui-là, c'est 3ds Max, il y en a d'autres, il y a Maya, il y a plein de logiciels. Mais il y avait aussi des informaticiens qui bidouillaient le petit truc spécial parce que là, on a besoin vraiment de quelque chose de tout à fait particulier pour faire des trucs du genre quand ils marchent dans l'herbe haute. Les herbes, elles doivent s'écraser sous les pieds. S'il faut que le modélisateur modélise tous les brins d'herbe pour les faire se plier quand les pieds, sans en oublier un seul. Je veux dire, on commence à faire Astérix et le Domaine des Dieux maintenant et il est fini dans 55 ans. Donc, il faut bien que ce soit automatique. Et donc, il y a des informaticiens qui travaillent avec ça. Des électroniciens, il n'y en a pas. Mais après, il y a une chaîne compliquée parce que dans un film, il y a le gars qui prépare les personnages, il y a le gars qui prépare les décors, il y a les gens qui font plutôt de l'animation, il y a les gens qui font ce qu'on appelle la post-production, justement rajouter les effets spéciaux de caméra, des aberrations chromatiques de la caméra, des choses comme ça. Enfin, il y a plein de... Électroniciens, pas vraiment dans les équipes. Mais oui, artistes, comment dire, infographiste pour faire le boulot et informaticien. En gros. Plus après, comme dans toutes les prods, il y a des gens qui savent gérer des plannings de production et faire toutes ces choses-là, qui sont encore un autre boulot, mais c'est important aussi. Faire bosser plein de gens ensemble, c'est un vrai boulot. Merci. Alors, voici, il y a pour toutes les questions qu'il y a encore. Ce que je vous propose, c'est qu'on sorte de l'amphi et puis vous pouvez les poser plus librement. Il y a aussi donc, on peut peut-être, avant que vous sortiez de l'amphi, on peut peut-être remercier l'oratrice de sa présentation. Voilà.
contrainte. J'aurais donné une contrainte de force, machin. Là, par exemple, c'est cet objet, voilà, c'est un tissu auquel j'ai donné certaines caractéristiques, où on essaye de simuler la vraie vie. Et c'est pas moi qui... Enfin, après, j'ai dit, regarde ce qui se passe. Et hop, voilà. Ça le fait. Alors, je ne savais pas exactement si je peux faire quelques modifications de l'aventure, et à ce moment-là, je pourrais avoir un autre résultat du calcul. Voilà. Ça, c'est ce qui est maintenant beaucoup à la mode, c'est la simulation de propriétés physiques des objets. Vous donnez les conditions initiales, et puis, bah bon, on ne peut pas seulement se contenter de voir ce que ça donne quand on fait tomber un coin sur un drapeau. Oui, c'était juste parce que moi j'avais une question pour savoir ce que vous êtes donc professeur dans cette école et qu'est-ce que vous enseignez comme matière je sais pas si... Ah bah, moi, ce que j'enseigne comme matière aux arts déco, c'est j'enseigne aux gens à se servir de ce genre de logiciel pour faire des films. Voilà. Mes élèves sont des élèves dans le secteur cinéma d'animation, et avec moi, alors ils font d'autres trucs en animation, ils font de la pâte à modeler animée, des choses comme ça, et avec moi, ils font tous les outils numériques qui permettent de faire du cinéma d'animation. Merci beaucoup. Il y a d'autres...